Avril 1874, boulevard des Capucines, dans les ateliers du photographe Nadar. Première exposition des jeunes artistes intransigeants en révolte contre le salon officiel. Un journaliste tourne en dérision le tableau de Monet, Impression soleil levant. Il forge le mot impressionniste. De 1874 à 1886, il y aura ainsi 8 expositions. Avril 1877, troisième exposition dans un appartement rue Le Pelletier. Cézanne. Pissarro. Ils sont tous là. Berthe Morisot. Sisley. Ils exposent quelques-uns de leurs meilleurs tableaux. Degas. Monet. Ils acceptent désormais le mot impressionniste. Caillebotte. L'habituel lot de sarcasme et de plaisanterie, mais aussi plusieurs critiques positives. Renoir. À l'issue de l'exposition, pour venir en aide à Renoir, Gustave Caillebotte achète le bal du Moulin de la Galette. Très fortuné, il a déjà acquis plusieurs tableaux de ses amis et prévoit de léguer sa collection à l'État. Caillebotte meurt en 1894, laissant plus de 70 tableaux impressionnistes. L'État n'en accepte qu'une partie, dont le grand tableau de Renoir. Au premier plan, 2 bancs, une chaise, une table. À gauche, sur le premier banc, une femme se penche vers une fillette blonde. Sur le second banc est assise une jeune femme à la robe rayée bleue et blanche. Une troisième, debout, a passé la main droite sur son épaule, l'autre main sur le dossier du banc. À sa gauche, une femme au chapeau bleu sombre est assise sur ce même banc. En face des 2 jeunes femmes, un homme de dos assis de biais sur la chaise. De l'autre côté de la table, 2 hommes jeunes. Le premier, coiffé d'un chapeau haute forme noir, fume la pipe. Le second, coiffé d'un canotier, écrit. Il lève les yeux vers la femme debout. Derrière eux, 3 personnes. Une femme à chapeau de paille jaune à ruban rouge et 2 hommes, l'un à canotier, l'autre à haute forme. Sur leur gauche, une femme adossée à un arbre. De l'autre côté, appuyé au tronc, un homme à canotier lui parle. Au-delà de l'arbre, une femme assise tourne la tête vers le groupe du premier plan. Un couple de danseurs tout près. Un second couple au centre. Sur le devant de la piste de danse, un autre couple. À leur gauche, au fond, un couple assis sur un banc. À l'extrême gauche du tableau, encore un couple en train de danser. Au fond, la foule massée. Un orchestre sur une estrade. Des arcades de bois, des arbres, des lampadaires, des palissades. Le tableau est signé en bas à droite, sous la table, Renoir.
En 1876, Renoir a 35 ans. Il habite rue Saint-Georges, au pied de la butte Montmartre. Franc Lamy avait, un jour, découvert dans mon atelier une esquisse que j'avais faite de souvenirs du moulin de la Galette. « Il faut absolument exécuter ce tableau », me dit-il. C'était bien compliqué. Les modèles à trouver, et puis il me fallait un jardin. J'eus la veine d'obtenir une commande qui m'était royalement payée, le portrait d'une dame et de ses 2 fillettes, pour 1200 francs. Je louai alors à Montmartre une maison entourée d'un grand jardin à raison de 100 francs par mois. La maison est située 12 rue Cortot. C'est aujourd'hui le musée de Montmartre. Renoir ne l'occupe que quelques mois, mais il y peint plusieurs toiles. Le jardin. Au premier plan, un massif de fleurs. Au fond, 2 hommes en conversation. Dans le jardin encore, la balançoire. Jeanne, une jeune Montmartroise de 16 ans rencontrée par Renoir, résiste un temps avant d'accepter de poser. Elle figure à côté du peintre Norbert Gueneut pour cette tranche de vie bucolique. Au sommet de la butte Montmartre, depuis des siècles, se dressaient plusieurs moulins à blé ou à plâtre. Ils étaient tombés en désuétude, mais leur silhouette marquait le paysage pittoresque de Paris. Autour, des jardinets, des terrains vagues, des chemins aux fortes pentes. Une famille de meuniers, les Debray, possédait plusieurs bicoques étagées sur la crête et des moulins. Un premier moulin, le Radet, pressait encore parfois des racines d'iris pour un parfumeur. Un autre, le Blutefin, offrait pour 10 centimes une vue exceptionnelle sur le panorama parisien. Les Debray avaient ouvert un café et des jardins où ils servaient des galettes et de la grenadine. Dans la cour, en contrebas, un hangar servait de salle de danse. L'ensemble avait pris le nom de Moulin de la Galette. À la belle saison, l'estrade de l'orchestre pouvait s'ouvrir sur la cour plantée d'acacias. Des chaises rustiques, des tables et des bancs peints en verre cernaient un espace où les couples dansaient les dimanches et jours fériés à partir de 3 heures. Un éclairage au gaz dispensé par des lustres et des lampadaires permettait de prolonger la fête jusqu'à minuit. Vers 1875, l'orchestre faisait alterner valses, marches, polka, mazurka. Et aussi quelques airs fameux comme le quadrille des lanciers. Juste avant minuit, le bouquet final reprenait plusieurs figures, une farandole et un galop avec couplet d'adieu. À cette époque, le bal était fréquenté par des gens simples de la butte Montmartre ou des quartiers environnants. S'y mêlaient quelques voyous et des filles de petite vertu. Et aussi des peintres. J'avais eu la chance de trouver au Moulin de la Galette des fillettes qui ne demandaient pas mieux que de poser, comme les 2 qui sont au premier plan de mon tableau. La Jeanne de la Balançoire figurera dans la toile avec sa jeune sœur Estelle. De dos, le peintre Franc Lamy. L'homme avec pipe et haute forme est Norbert Gueneut. Il était déjà avec Jeanne dans la Balançoire. L'écrivain du tableau est Georges Rivière. Il racontera plus tard cet été de bal et de peinture. Il y avait encore Gervex, Corday, Lestringuet, Lotte et d'autres qui figuraient des danseurs. Enfin, un peintre d'origine espagnole nommé Dom Pedro Vidal de Solares y Cardenas, qui venait de Cuba. C'est lui qu'on remarque au milieu du tableau en pantalon merdois, dansant avec Margot. Marguerite Legrand, Margot, était une jeune faubourienne au genre canaille, à la bouche sensuelle. Elle était fort remuante et Renoir eut beaucoup de difficultés à la faire poser. Rivière donne à propos du bal une autre information. Cette toile, nous la transportions tous les jours de la rue Cortot au Moulin, car le tableau fut exécuté entièrement sur place.
Cela n'allait pas toujours sans difficulté, quand le vent soufflait et que le grand châssis menaçait de s'envoler comme un cerf-volant par-dessus la butte. Le tableau mesure 1,76 m sur 1,32 m. En insistant sur cette anecdote, Rivière rappelle cette nouvelle exigence des jeunes peintres. Comme leurs aînés, Corot, Boudin ou Yankind, ils veulent travailler en plein air, directement sur le motif. Les marchands de couleurs mettent désormais à la disposition des peintres un matériel léger et portable. Renoir montre ainsi son ami Monet en train de peindre dans son jardin d'Argenteuil. Les deux peintres s'étaient souvent livrés à des séances communes de peinture en plein air. 1869, bain de la Grenouillère sur la Seine à Croissy. Monet s'intéresse surtout au paysage ou aux reflets. Gamme froide, limitée. Ton divisé en grandes touches. Résultat, un contre-jour contrasté, mais net. Renoir, lui, s'intéresse davantage aux personnages et aux animaux. Gamme plus étendue, plus chaude. Touches petites, couleurs mélangées, fusionnées à même la toile. La lumière est diffuse, les contours moins nets. Les tableaux étaient peints vite dans une lumière changeante. Les peintres rentrés à l'atelier devaient souvent achever un effet, compléter un détail, accorder une zone de la toile. C'est pourquoi la rue Cortot, avec son jardin attenant à l'atelier, avait séduit Renoir. Les poses des personnages du premier plan ont sans doute été travaillées dans le jardin et reprises à l'intérieur. Renoir quitte la rue Cortot en octobre 1876. Il achève peut-être le tableau rue Saint-Georges, quelques mois avant l'exposition de 1877. Du bal, il existe une version plus petite et d'une tonalité plus claire. Il semble que Renoir l'ait peinte d'après la Grande pour répondre à la demande du collectionneur Victor Choquet. Renoir et ses amis séparent les nuances en touches distinctes pour conserver la pureté de la couleur et traduire plutôt les sensations visuelles que le contour des formes. Ils réagissent contre le réalisme photographique qui envahit la peinture de leur temps. Leurs tableaux, en comparaison, semblent inachevés, restés à l'état d'ébauche. Dans le bal, Renoir va pousser jusqu'au paroxysme cet éclatement de la forme par le fourmillement des touches. En appliquant ses principes sur une très grande surface, il se joue de tous les problèmes et fait de ce tableau son morceau de bravoure. Le peintre se sert d'un pinceau souple, assez peu chargé d'un pigment à l'huile rendu très fluide par l'essence de térébenthine. Il mêle ou superpose sur la toile des bleus et des verts en touches désordonnées pour les feuillages retombants des acacias. Il reprend la touche dusteuse qu'il avait déjà employée avec succès à la Grenouillère. La gamme des pigments est volontairement limitée. Le peintre bannit les pigments terreux. Quelques années après le bal, il fait la liste des seules couleurs qui lui soient nécessaires. Blanc d'argent, jaune de chrome, jaune de Naples, ocre jaune, terre de sienne naturelle, vermillon, lac de Garance, vert véronèse, vert émeraude, bleu de cobalt, bleu d'outre-mer. Il n'y a pas de noir. Dans la loge, le noir abondait. Dans le bal, les surfaces sombres sont obtenues par des bleus très foncés, parfois mélangés à des noirs. Le bleu, qui dans la peinture classique servait surtout à marquer les lointains, envahit les premiers plans des tableaux impressionnistes comme une composante fondamentale des ombres. Le bal, vu de loin, donne une sensation de dominante bleu-mauve.
car il est bâti sur un accord entre le rose orangé de la lumière solaire et le bleu des ombres. Ces couleurs présentes sur le sol au pied des danseurs se retrouvent bien en évidence au premier plan dans la robe à rayures d'Estelle. Quelques touches de rouge et d'orange font vibrer l'ensemble de cette harmonie bleue. De la foule compacte du fond surgissent col et chapeau. L'orchestre est une masse sombre, amorphe, dans le renfoncement de l'estrade. On distingue les musiciens à leur col blanc, le dos du chef d'orchestre et ses cheveux blancs, les petits éclats des cuivres et des cordes, le grand volume brun de la contrebasse. Le visage de Jeanne est traité de façon très douce en touches fondues. Quelques détails sont à peine dessinés, yeux, cils, sourcils, bouche. Des tons jaunes, roses et verts se fondent les uns dans les autres jusqu'au mauve. Les volumes du visage ne sont suggérés que par ces variations délicates de teintes claires. La tache de lumière solaire sur la chevelure éveille des éclats orangés vifs. Sur le visage d'Estelle, une dominante rose plus prononcée contraste avec de légères ombres vertes. Autour de ces deux visages, plusieurs éclats violents de lumière, boucles d'oreilles, médaillons chez la première, fleurs dans les cheveux et boucles d'oreilles chez la seconde. Ces éclats, rendus par de petits empattements, tranchent avec les surfaces lisses voisines. Les reliefs renforcent la sensation de réalité. De loin, ce sont bien des bijoux et des fleurs, de près, de simples touches épaisses sculptant la matière colorée. Tout le premier plan est éclairé par des grappes de taches de lumière solaire filtrant à travers les feuillages. Le peintre utilise un procédé choisi quelques saisons auparavant pour son étude torse effet de soleil, tout constellé de taches de lumière et d'ombres bleues. Présenté en cette année 1876 à la deuxième exposition impressionniste, le torse choque les critiques. Essayez donc d'expliquer à M. Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chair en décomposition, avec des taches vertes, violacées, qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre. Renoir, loin de se soucier des moqueries, reprend ses taches dans la balançoire. Et il recommence avec le bal. Le peintre y fait une sorte de démonstration des pouvoirs de la lumière. Les taches sont toutes différentes, car produites par un faisceau de lumière à dominante jaune sur des surfaces très diversement colorées. Violette et mauve sur la veste bleu-noir ou les cheveux noirs. Rose sur les visages des deux hommes attablés. Sur le coin de la table vert jardin, la tache de soleil donne un vert émeraude. Sur le montant de la chaise, elle exacerbe le jaune. Sur la piste de danse, ces lumières créent des espaces fluides, incertains. Les vides deviennent des matières mobiles. Les volumes, eux, sont vidés de leur matière par les pulsations de la lumière.
Enfin, dans la nature morte, même technique de touches épaisses que pour les bijoux. Rapport violent de couleurs complémentaires, rouge-orangé et bleu-vert. Des accents vifs du blanc, déposés en gros empattements. Le spectateur perçoit plutôt des sensations colorées et tourbillonnantes que des images bien définies. Il doit compléter les détails, combler les lacunes. L'auvent de toile de l'estrade suggère un vague point de fuite dans les feuillages au fond. La ligne d'horizon est donc située très haut. La scène est figurée comme si elle était vue par un spectateur qui se tiendrait assez près des personnages du premier plan, mais en les surplombant de beaucoup. L'explication de cette bizarrerie se trouve dans les gravures de l'époque. Au fond des jardins et à côté de la piste de danse, un escalier montait vers le second moulin et vers la plateforme d'où l'on pouvait admirer Paris. Renoir a donc peint debout sur l'escalier, peut-être entre la 5e et la 8e marche. Ainsi placé, il avait une vue plongeante sur les tables et sur la piste. Et surtout une vision en biais qui lui permettait d'éliminer presque tous les points de repère trop géométriques. S'il s'était placé dans l'axe de la piste, les alignements de lampadaires ou d'arbres et les architectures du fond lui auraient imposé trop de lignes de fuite. S'il s'était placé sur le sol du jardin à la même hauteur que ses amis, ces derniers auraient pris trop d'importance dans le cadre et lui auraient caché une grande partie de la piste de danse. Pour achever de refermer sa composition, il choisit de couper dans le toit des constructions en face de lui et de ne pas montrer le ciel. Et aussi de couper des personnages sur les bords. Ce cadre serré, ce brouillage volontaire des repères et des formes, ces stratagèmes optiques, forcent le spectateur à engager un véritable travail du regard pour comprendre la scène et ses espaces. Les critères traditionnels de forme, de couleur, de contour, de dessin, de perspective sont détruits. Tourmenté, agité, indécis, Renoir n'était pas toujours à l'image de ses personnages insouciants. Il ira jusqu'à se plaindre de l'imprécision de sa technique et de sa touche impressionniste qu'il ne va pas tarder à modifier. Quelques années après le bal du Moulin de la Galette, donc, le déjeuner des canotiers est une reprise d'un thème proche. Il est à la fois plus clair et plus net. Les bleus sont beaucoup moins envahissants. Renoir changera encore plusieurs fois de style. En s'installant pour peindre au Moulin de la Galette, Renoir se place dans la continuité du Watteau des Fêtes galantes. La délicatesse mélancolique du pèlerinage à l'île de Cythère annonce les chatoiements du bal. Renoir avait débuté comme peintre sur porcelaine avec des motifs XVIIIe siècle. Il restait très attaché à Watteau, Boucher ou Fragonard. Le côté chahuteur et canaille du lieu s'efface devant la bonne humeur, la détente, la tendresse. On danse, on bavarde, on plaisante, on rêvasse.
Les visages sont souriants et lumineux, les pauvres costumes magnifiés. L'apparent fouillis des touches et des couleurs crée une sensation de fusion, d'empathie. Comme chez Watteau, tous se ressemblent dans une sorte d'idéal jeunesse. Mais les personnages sont pour la plupart liés par des échanges de regards. Lien discret, redoublé par ces gestes qui soudent les corps dans la danse. Placé au centre de la troisième exposition impressionniste, le bal semble appartenir à ce même courant naturaliste, axé sur l'apologie de la vie moderne, ou les paysages de Paris et de sa banlieue. Monet, dans sa poursuite des mystères de la lumière, élimine les humains. Caillebotte les renvoie à leur solitude au sein de la multitude. Degas évoque plutôt les dessous noirs de cette même société, vie nocturne, prostitution, alcoolisme. À la différence de ses amis peintres, Renoir s'intéresse plus aux gens qu'aux nouveaux décors urbains. Né dans un milieu de petits artisans, il se méfie de la civilisation mécanique. Avec le bal du Moulin de la Galette, il a choisi un espace citadin, certes, mais d'allure encore très campagnarde. Et des laideurs de la société, il ne veut pas entendre parler. Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. Oui, jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres. Comme Watteau, Renoir crée un monde idyllique en partie détaché des soucis du temps. Il fait poser ses amis peintres aux côtés de jeunes ouvrières et simule ainsi une petite société bohème harmonieuse. Il cadre son tableau de façon à éliminer les laideurs du décor, les acacias pelés, le moulin des Glinguets, les jardinets hirsutes, les terrains vagues envahis de baraques et bordés de masures croulantes. Et le sommet désertique de la butte, où se dressent en cette année 1876 les premiers échafaudages de la basilique du Sacré-Cœur. Sa construction a été votée 3 ans plus tôt par une Assemblée nationale conservatrice en guise d'expiation. C'est là en effet que l'insurrection de la Commune de Paris avait débuté en mars 1871. Et fin mai, sur les pentes de la butte, jusque dans les jardins autour des moulins, l'armée, achevant la reconquête de Paris, avait pratiqué des exécutions massives d'insurgés ou de passants, écrasant pour longtemps toute velléité de révolte populaire. Comme les personnages joyeux qu'il met en scène 5 ans après la Commune, Renoir choisit d'oublier ce cauchemar, les ruisseaux de sang et les morts. Comme il a décidé d'oublier aussi la vie misérable qui est celle de ses modèles pendant les 6 autres jours de la semaine. Renoir oublie l'histoire pour raconter une autre histoire, en laquelle il parvient à nous faire croire, parce qu'elle renvoie à notre propre mémoire, au passé romanesque, au souvenir d'avoir été jeunes et insouciants, surtout les beaux dimanches d'été. Frémissement de l'air et de la lumière, modulation des couleurs, menu propos d'un après-midi langoureux, rendez-vous pour une autre fois, serments, rêveries, liaisons, rumeurs, temps qui passe, amours éphémères et douces amères comme celles des taches de lumière rose et des ombres mauves. Bonsoir les amis, au revoir, c'est fini, c'est l'heure de rentrer sans plus tarder.